Alors, juste un petit mot avant de laisser la parole à Ludo. Un tout petit mot pour vous dire que en ce moment, on est bouillant, le marché est bouillant. On travaille, on a atteint les 100 entreprises tech, startups, scale-up avec lesquelles on travaille. On travaille essentiellement sur on les accompagne à recruter des products, product managers et designers essentiellement de tout niveau, entry level à C-level. On travaille avec vraiment des belles entreprises. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, on est bientôt 1500 là maintenant dans la communauté, toujours à la recherche de products avec qui discuter. N'hésitez pas à candidater. Au pire, on aura des petits tips par rapport à votre profil, des petits conseils par rapport au marché et à sa dynamique. Et au mieux, on vous présentera une ou deux offres et on vous accompagnera dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas. La porte est grande ouverte. Voilà, je vais te laisser, Ludo, te présenter et puis démarrer tranquillement. Avec plaisir. Écoute, merci Mehdi pour l'invitation. Alors, je vais me présenter très brièvement parce que la présentation risque d'être un petit peu longue. Je suis product manager chez Google. Je m'occupe en particulier des questions de responsible AI et plus particulièrement des questions d'explicabilité des modèles de machine learning. On va voir ça un peu plus précisément. Sans entrer dans le détail, ça fait 5 ans que je suis chez Google. Avant ça, j'ai travaillé chez Google en policy, donc en relation avec le gouvernement et en particulier en AI policy, donc les questions de régulation et l'intelligence artificielle. Avant ça, j'ai travaillé en politique et j'ai fait des études de business et d'économie. Donc, il y a toujours, je dirais, un espèce d'aller-retour entre un intérêt pour la société, la chose commune, et un intérêt pour la tech. Et j'essaye de trouver un sweet spot qui est peut-être un peu ce qu'on appelle tech for good entre les deux. Je précise simplement que cette présentation est une présentation assez opinionated et c'est mes opinions. Aujourd'hui, on va voir quatre parties. D'abord, une petite intro au machine learning. Je ne sais pas exactement quelle est l'appétence et le niveau de connaissance des personnes qui sont avec nous. Donc, on va essayer d'avoir une intro assez rapide. Si vous avez des questions, après, il y a du temps pour les poser. Ensuite, on verra, en tant que product manager, quand est-ce qu'il est bon de penser à utiliser du machine learning dans son produit. Et enfin, le cœur du sujet, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui change pour un product manager lorsqu'on utilise des modèles de machine learning dans son produit. Évidemment, tout dépend de l'industrie, de l'organisation, des use cases, de la maturité du produit, bien sûr. Mais on va quand même essayer de trouver des règles assez générales. Et l'idée, c'est d'aller sur ces 5-6 changements fondamentaux entre un software normal et un software ML-based et de rentrer dedans avec des exemples. Tout ça en 30 minutes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc on est parti tout de suite. Sur les définitions, on va aller très rapidement. Je vais me concentrer sur le machine learning, qui est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est en fait un ensemble de disciplines de recherche qui ont pour but de créer des softwares qui paraissent intelligents. Et parmi ces disciplines, il y en a une qui est le machine learning, qui consiste à créer des algorithmes qu'on entraîne, et plus simplement des algorithmes qui suivent un ensemble de règles précodées. Donc, on entraîne le machine learning, ces algorithmes qu'on entraîne en leur montrant de nombreuses données, et ils vont être capables de reproduire la tâche qu'on souhaite qu'ils produisent en ayant appris de ces données. C'est très high level, et on va voir un exemple ici. Si on voulait faire un algorithme qui devait classifier un spam, est-ce que cet email est un spam, oui ou non? À l'ancienne, si je puis me permettre, on pourrait dire qu'on va faire un ensemble de règles. If email contains Viagra, then it's a spam. If it contains, etc. If subject contains, then it's a spam. Donc, un ensemble de règles plus ou moins compliquées. Mais on voit bien qu'il y a une quasi-infinité de possibilités
de spam différents. Et donc, c'est là que le machine learning propose une approche différente qui, sur un cas comme celui-là, est vraiment efficace. C'est-à-dire qu'on va non plus trouver un ensemble de règles à codifier, mais on va montrer des exemples, des milliers d'exemples ou plus, des millions d'exemples de spam à un modèle. Il va être capable de trouver des patterns parmi ces millions d'exemples. Et lorsqu'on va lui montrer un nouvel exemple qu'il n'a jamais vu, il va être capable, avec une certaine précision, de dire que si c'est un spam, oui ou non. Et donc, vraiment, là, c'est un exemple, c'est un use case qui est simple, mais on voit la différence entre un traditional software, qui est un ensemble de règles, et du machine learning, dans lequel on montre beaucoup d'exemples, et ensuite, l'algorithme est capable d'extraire lui-même, entre guillemets, des sortes de règles de ces exemples. Donc, à très haut niveau, c'est fondamentalement ça que font les algorithmes de machine learning. Il y a beaucoup de types de machine learning différents, mais on ne va pas du tout rentrer là-dedans. Et donc, la question en tant que PM, d'abord, une première question, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin pour construire Avant de se demander si c'est utile, ce qui est peut-être la véritable première question, mais on peut se demander quels sont les ingrédients nécessaires pour bâtir du machine learning, tant qu'on est un peu dans les définitions. Et il y en a 4 principalement. D'abord, il faut beaucoup de données, on vient de le voir, il s'entraîne avec des données. Les données, ça peut être du texte, ça peut être des données qu'on appelle tabulaires, donc simplement des ensembles numériques. Ça peut être des images, comme là, on voit une image de chat, et des images qui sont avec des labels. Donc, quelqu'un a effectivement dit que c'était un chat, de sorte que le modèle puisse l'apprendre, ou alors des images sans label. Et dans ce cas-là, le modèle sera au modèle de regrouper les images similaires entre lui. Donc, on a besoin d'abord de beaucoup de données. Et ensuite, on a besoin de beaucoup de compute, donc de beaucoup de puissance de calcul. C'est les 2 éléments principaux. Ensuite, on a aussi besoin des personnes qui ont les bons skills, et donc on a besoin de la bonne team. Et enfin, parfois, on a besoin de certains outils et de chercheurs. Je dis parfois parce qu'il y a 2 manières de déployer du ML en fonction du use case dont on a besoin et en fonction des skills qui sont à notre disposition. Soit on construit notre modèle de ML nous-mêmes. Et donc, évidemment, là, il faut des chercheurs, il faut des ingénieurs spécialisés. Pour ce qui est des tools, la plupart des tools sont open source, mais on va avoir besoin de beaucoup de capacités de calcul pour entraîner le modèle. Donc, entraîner le modèle, ça veut dire apprendre au modèle à aller voir ces millions d'exemples et apprendre de ces millions d'exemples. Donc, ça va permettre de faire des machine learning sur des use cases très spécifiques en fonction de votre besoin. Une autre manière qui est beaucoup plus simple, c'est d'aller prendre des machines de modèles de ML qui sont à disposition, qui existent, et tous les gros fournisseurs de cloud connus en ont. Donc, on peut avoir des modèles qui vont reconnaître des images, qui vont traduire, reconnaître du langage, faire des recommandations en quelques clics. Et donc, le ML, ce n'est pas forcément difficile à mettre en place. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Je vais passer sur les idées communes parce qu'on pourra y revenir. Mais je pense qu'une question essentielle en tant que PM, c'est de se demander, avant de savoir de quoi on a besoin pour faire du ML et qu'est-ce que c'est que le ML, c'est de se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de ML? Et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que le rôle du product manager, oui, il change sur certains aspects, parfois un peu techniques, mais au fond, le rôle qui est de faire de la user discovery, de comprendre les user needs, de définir les requirements du product, ça ne change pas. Et il faut toujours rester vraiment user first. C'est hyper important et on voit beaucoup, et j'ai des exemples, mais on voit beaucoup d'équipes qui se font entraîner dans l'idée de se dire mais on a un outil super puissant, donc on va l'utiliser, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil super puissant? Et du coup, qu'on a une approche technology first, et c'est le rôle du PM de se dire non mais attendez, oui, certes, on a un outil qui est super puissant, qui peut faire plein de choses, mais de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Qu'est-ce que l'utilisateur veut vraiment faire? Et donc ça, d'abord, la première chose, when to use ML, c'est d'abord de se dire qu'il faut toujours rester user first. Je crois que on se laisse facilement entraîner, c'est important de le rappeler. Alors après, il y a effectivement, bon, on a dit ça, d'accord, mais il y a quand même des use cases dans lesquels utiliser du machine learning, ça permet vraiment de répondre aux besoins utilisateurs sur quelque chose qui n'était pas possible avec un software traditionnel. Donc, on va penser à quelques exemples. Quand on veut faire des choses très personnalisées, par exemple de la recommandation de contenu, bien sûr, machine learning est extrêmement adapté. Quand on veut faire de la prédiction de prix,
de la prédiction de météo. Là-dessus aussi, le machine learning est extrêmement adapté. On ne peut pas coder les millions de outputs différents pour de la météo, par exemple. Quand on veut comprendre du langage, là aussi, machine learning extrêmement adapté. Quand on veut détecter des patterns, par exemple, pour voir des fraudes sur la carte bleue, très adapté. Ou quand on veut reconnaître des images. Mais il y a aussi des moments où, donc ça, c'est des exemples assez classiques en tant que PM, on voit ce problème, on se dit tout de suite, bon, là, il faut que je parle avec mon équipe d'ingénieurs parce que le machine learning nous permet probablement d'aller au plus proche de ce dont l'utilisateur a besoin. Mais il faut aussi voir à quel moment est-ce que ce n'est pas un bon fit pour le problème, et c'est aussi le call du product manager de voir ça. Parfois, ça peut être déjà résolu avec des règles plus simples. Là, j'ai des exemples en interne. On a commencé, moi, dans mon équipe, on a commencé à vouloir faire reconnaître des images floutées. On commençait à vouloir utiliser des modèles compliqués avant de se dire à un moment, mais en fait, on n'a pas besoin de machine learning. Et donc, c'était assez intéressant. On s'est nous-mêmes laissé entraîner par ça. Donc, ça, c'est au PM de dire, attendez, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ensuite, quand le coût de l'erreur est trop élevé, parce que le machine learning, c'est probabiliste. Donc, on n'a pas de modèles qui ont toujours bon à 100%. Comme on peut avoir une règle, bon, c'est s'il y a ça, alors il y a ça, cette règle se vérifie tout le temps. Dans le machine learning, ça va se valider 95% du temps, 97% du temps, ça dépend de ce qu'on décide, mais parfois, on ne peut pas se permettre d'avoir ces quelques pourcentages d'erreurs. Donc, dans ce cas, le machine learning n'est pas adapté. Il y a une autre question, c'est qu'on a besoin de données, on l'a dit, et donc il faut voir, est-ce qu'on a assez de données, est-ce qu'elles sont d'assez bonne qualité? Et donc, c'est une vraie question pour le PM et ça peut être un bloqueur à l'adoption de machine learning. Et enfin, lorsqu'on a besoin d'interprétabilité ou de reproducibilité, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre à 100% le fonctionnement interne de l'algorithme et d'être capable de l'expliquer de manière très transparente, ou alors on a besoin qu'il reproduise toujours le même résultat, à ce moment-là, puisque les algorithmes de machine learning sont probabilistes, alors ce n'est pas des bons use cases. Je pense que ça, c'est vraiment un call du PM d'avoir ça un petit peu en tête pour essayer de cadrer le débat quand il discute avec les eng. On est à la moitié du temps et on arrive sur le cœur du sujet, qui est de savoir qu'est-ce qui est spécifique en tant que product manager, qu'est-ce qui change vraiment quand on développe un produit qui repose sur du machine learning. En fait, au fond, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est comme on l'a vu que le modèle apprend des données. Et donc, il y aura tout un aspect de quelles données on a besoin pour répondre aux besoins utilisateurs, comment est-ce qu'on définit nos besoins de données, quels sont les requirements pour les données. Donc, vraiment, la première chose, c'est que le modèle est data-driven. Et la deuxième chose, c'est qu'il est probabiliste. Et donc, c'est pas à 100% blanc ou à 100% noir, c'est pas juste ou faux. Il y a, comme en probabilité, c'est toujours dans des marges, il y a des marges d'erreur. Et donc, ça, c'est les deux choses qui, fondamentalement, vont changer par rapport à du software classique. Et là, ça va être un peu long, mais je vais juste essayer d'aller au travers de cette liste qui je crois, est une liste peut-être un peu exhaustive de ce qui va vraiment changer pour un product manager. Et on va zoomer sur simplement quelques aspects dans les 15 minutes qu'on a. D'abord, puisqu'on a besoin de données, il va falloir connecter ces données, comme on l'a dit. Et donc, tout le cycle de développement du produit va complètement changer. C'est le premier point. Ensuite, on va avoir besoin pour le product manager donc, de définir les requirements de données. Et de la même manière, c'est une tâche qui est vraiment propre au machine learning et qui va être nouvelle et extrêmement importante. Enfin, il va aussi y avoir des considérations qui sont vraiment liées au design du produit. Parce qu'il est probabiliste, ça va être difficile de faire comprendre à l'utilisateur comment est-ce qu'il fonctionne. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il s'est trompé? Et pourtant, ce n'est pas une erreur. Pourtant, c'est qu'il n'y a pas un bug, en fait. Il s'est trompé, mais c'est normal qu'il se trompe. Et donc, faire comprendre ça à l'utilisateur et de mettre le right mental model, c'est pas évident. Et donc, il y a des considérations de design de produit pour mettre le bon mental model qui sont assez importantes. Après, il y a la question de collecter des feedbacks, parce que le modèle peut s'améliorer avec des feedbacks utilisateurs. Et ça, l'utilisateur, il faut qu'il le comprenne. Et encore une fois, qu'il ait le bon mental model. Il y a aussi la question de l'habituation, c'est-à-dire que puisque le modèle ne va pas reproduire toujours les mêmes choses parce qu'il est probabiliste, il est possible que ça perturbe les habitudes de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment trois considérations de design qui sont assez centrales et qui changent complètement. Ça va changer l'UX et l'UI de votre produit, très concrètement. Et enfin, il y a quelque chose qui est autour de l'éthique de l'intelligence artificielle et des questions qui sont liées à la responsabilité quand
quand on crée des produits. Il y a une question de fairness, ça on va aller un peu dessus, donc je ne rentre pas là-dedans maintenant. Il y a une question d'interprétabilité, c'est des modèles qui sont extrêmement compliqués et on peut comprendre leur fonctionnement, mais peut-être pas autant en détail qu'un modèle plus simple avec des règles codées. Et donc ça, pour le product manager, c'est vraiment quelque chose à considérer. Et enfin, il y a d'autres risques. Il y a des risques qui peuvent être liés à la privacy. Votre modèle peut leaker des données qui ont servi à entraîner. Ça peut être extrêmement grave. Votre modèle, on peut, d'une certaine manière, l'attaquer et le faire dérailler. Et ça aussi, il faut avoir... Ça, c'est vraiment le product manager qui est la vigie sur ce genre de problème. À la fin, la question des métriques, qui est essentiel, savoir quelle métrique, comment est-ce qu'on définit le succès, selon quelle métrique, puisque c'est probabiliste, les métriques sont complètement différentes. Tout va être sur les notions de faux positifs et de faux négatifs, et on ira peut-être là-dessus. Et finalement, le modèle, puisqu'il s'entraîne avec des données, si les données changent au cours du temps, les performances du modèle vont changer au cours du temps, et donc il y a vraiment une question de monitoring long terme. Et ça aussi, c'est la responsabilité du PM. Donc ça, c'était un peu long, mais c'est une vision assez exhaustive de ce qui change. Et comme vous voyez, il y a peut-être pas mal de choses qui changent, en particulier parce qu'encore une fois, il repose sur des données et parce qu'il est probabiliste. Donc voilà ce que je voulais voir ensemble aujourd'hui. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais je vais brièvement jumper sur le workflow et qu'est-ce qui change et où est-ce que le PM intervient sur un produit de machine learning. En gros, il y a 5 étapes dans le workflow. D'abord, assez classique, on va essayer de définir le problème. Définir les métriques. Là, le PM a tout son rôle. Et la deuxième partie, c'est qu'on va construire et préparer la donnée. Donc déjà, on va essayer de se demander quelles données il faut pour nos utilisateurs, quel type de qualité de données, quelle quantité, etc. Là, le PM intervient aussi. La troisième étape, c'est de construire concrètement le modèle. Là, c'est un rôle qui est purement technique et le PM n'a pas vraiment de rôle là-dedans. Ensuite, il faut évaluer la qualité du modèle. Et là, vraiment, comme on l'a dit, puisqu'il y a des considérations particulières avec le machine learning, le PM a vraiment son rôle dans l'évaluation. Et à la fin, il y a le deployment qui est très technique, mais le monitoring long terme, où le PM va devoir aussi vérifier que la qualité du modèle reste suffisante pour les utilisateurs à long terme. Donc ça c'est vraiment le modèle du ML, mais il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que dans la réalité, comment ça se passe, on va prendre des données, on va développer un modèle, il ne sera pas assez précis, on va recompléter avec d'autres données, on va le redévelopper, on va changer de type de modèle. Et donc, c'est vraiment, il y a des allers-retours et c'est assez loin d'être linéaire comme workflow. Mais déjà, on voit tout de suite que c'est un cycle de développement qui n'a rien à voir avec celui d'un produit normal, simplement par l'importance du fait qu'il faut apprendre au modèle. Et donc, ce sur quoi j'ai envie de me concentrer, c'est sur les questions de data requirement et quel est le rôle du PM sur l'acquisition, mais pas seulement l'acquisition de données, et la définition des besoins de données. Donc, je dirais que le PM, il a trois rôles. C'est très schématique et un peu simplifié, mais il a 3 rôles. Il faut qu'il aligne les besoins utilisateurs avec les besoins de données. Et donc ça, c'est vraiment clairement son rôle. Il va faire de la discovery, il va trouver de quoi les utilisateurs ont besoin, mais ensuite, il va dire, OK, étant donné qu'on a besoin de ça, concrètement, de quel type de données on a besoin. Donc ça, c'est une nouvelle tâche du PM, d'être capable de définir ça. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est, au-delà de définir les types de données dont on a besoin, c'est de définir quels sont les requirements de qualité. Et c'est là qu'intervient en particulier la question des biais dans le machine learning. Et c'est là que c'est un rôle clé du PM d'avoir toujours ça en tête. Et à la fin, une fois qu'il s'est dit de quelles données on a besoin, comment est-ce qu'on mesure la qualité de ces données, à la fin, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on les obtient. Et là, peut-être qu'on peut prendre des données publiques, peut-être qu'on peut prendre des données qu'on a déjà. Est-ce qu'elles sont d'assez bonne qualité? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on en collecte des nouvelles? Mais ça a un coût. Et donc là, il y a vraiment des trade-offs à faire entre données existantes, nouvelles données, coût des données, qualité qu'on peut obtenir. Et donc ça, c'est aussi un call que le PM fait avec son équipe. Mehdi, je vois que tu ne m'interromps pas, donc je continue. Mais donc, quand on dit voilà, aligner les besoins utilisateurs avec les besoins en données, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Assez simplement, tout comme on peut faire des PRD, des Product Requirement Documents,
on va aussi définir, donc on définit les requirements du produit, mais on va aussi définir les requirements en type de données. Donc on va se demander pour un utilisateur X qui a besoin de ça, quel doit être l'output de mon modèle. Étant donné que l'output de mon modèle doit être Z, quel type de données est-ce qu'il a besoin de voir pour être capable sur quel type de données il a besoin de s'entraîner pour être capable de sortir cet output. Et sur ce type de données, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait à l'intérieur des données? Quel type de features et quel type de labels, donc c'est-à-dire quel type de détails, entre guillemets, il faut que existe dans les données pour être capable d'entraîner précisément le modèle. Donc, on va simplement partir, encore une fois, du besoin utilisateur et remonter la chaîne jusqu'à se dire assez précisément, de manière assez granulaire, bon, pour ce use case, on a besoin de tel type de données. Pour ce use case, on a besoin de tel type de données. Il faut qu'elles soient labellisées de telle manière et il faut qu'elles soient en telle quantité. Une fois qu'on a le type de données, le scope de données, on pourrait se dire, voilà, on a notre data requirement. Et c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce qu'on sait de quoi on a besoin, mais là, on n'a pas défini quelle est la qualité des données. Et ça, c'est très important. Et je vais prendre un petit exemple, on va prendre quelques minutes, mais mettons qu'on veut créer c'est un exemple réel, hein. Mettons qu'on veut créer un modèle de vision, de machine learning qui va reconnaître des images et qui va reconnaître une chaussure d'un autre type de dessin. On veut reconnaître des chaussures dessinées. Là, je vais vous demander d'imaginer une chaussure. Et si vous ne la dessinez pas devant vous, peut-être vous pouvez imaginer une chaussure et avoir l'image vraiment l'image d'une chaussure en tête. Je vous laisse quelques secondes. Et le modèle va devoir reconnaître l'image que vous avez. Alors peut-être que vous avez imaginé ça. Il y a certains plus classiques qui ont pu imaginer ça. Mais la question, c'est de savoir combien de personnes ont imaginé ça. Et là, c'est assez important parce que je vais vous donner un peu plus de contexte. Google a lancé il y a quelques années un petit concours qui s'appelait Quick Draw et qui consistait à faire dessiner aux utilisateurs, faire dessiner des dessins et pour que la machine puisse les reconnaître. Et on voulait en particulier que la machine puisse reconnaître des chaussures. Donc ça aurait pu être autre chose, hein, mais on a donc lancé ça. Il y a eu 800 millions de dessins qui ont été faits dans plus de 100 pays. Et donc, on a accumulé beaucoup de données. Tout ça c'est public, c'est de la recherche, donc c'est public. Il n'y a pas vraiment d'utilisation commerciale derrière ça, même il n'y en a pas. Et donc, on voulait s'entraîner. Et donc, on a cet énorme dataset de données. Et puis, donc, on a énormément de dessins de chaussures. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que la plupart des utilisateurs ont dessiné des sneakers. Et donc, concrètement, le modèle n'était pas capable de reconnaître des types de chaussures, d'autres types de chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû réaugmenter nos sets de données en ayant un set de données plus divers pour avoir des types de chaussures de différents types et être capable d'avoir un modèle qui discrimine pas, entre guillemets, selon les types de chaussures. Donc, sur les chaussures, ça prête un petit peu à rigoler. Effectivement, c'est peut-être pas un use case sur lequel c'est très grave de se tromper sur un type de chaussure. Mais on voit tout de suite qu'en fait, en collectant des données sans faire attention à la qualité, parce que c'est ça le point. Le point, c'est de savoir comment est-ce qu'on set nos requirements de qualité. Si simplement on se dit qu'on va collecter énormément de données de chaussures sans réfléchir à la qualité, on arrive à un set de données qui n'est pas du tout représentatif. Et en fait, pour certains use cases, reconnaître des chaussures, là en l'occurrence féminines, ça ne fonctionne pas. Et on voit donc que le modèle va renforcer certains stéréotypes, va présenter certains, et en fait va renforcer les biais qu'il trouve dans les données, et il va sous-représenter certaines catégories, sur-représenter certaines catégories. Et donc, sur des chaussures, encore une fois, c'est pas très grave, mais il y a une étude il y a un article très, très connu, là, une grosse investigation de ProPublica en 2016, qui a montré qu'il y avait un algorithme de justice prédictive aux États-Unis qui discriminait selon la race et l'ethnicité des personnes soumises à l'algorithme. Et donc là, on voit tout de suite le problème des biais dans le machine learning. Et on voit tout de suite le problème que peut avoir
le fait de ne pas se soucier de la qualité des données qu'on a. Au-delà de la qualité, évidemment, sur cette question, il y a la question de savoir est-ce que le machine learning, est-ce que même l'utilisation de machine learning est une bonne idée? Très certainement non. Mais on voit même que quand bien même ils ont voulu l'utiliser, il y a vraiment eu une discrimination inacceptable. Et ça vient en particulier de beaucoup de choses, mais en particulier de sets de données qui ne sont, sur lesquels le product manager n'a pas nécessairement réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des données de bonne qualité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ce problème? D'abord, il faut avoir conscience que ces biais dans les données, donc à savoir ces surreprésentations ou sous-représentations de certains aspects, de certains groupes, ils peuvent rentrer dans nos données à tout moment. Ils peuvent rentrer au moment au moment de l'acquisition des données. Ils peuvent rentrer au moment de la labellisation des données. C'est-à-dire que quand on va avoir 1000 images de chaussures et qu'on va les envoyer et demander aux gens de nous dire est-ce que c'est des chaussures, oui ou non, peut-être que c'est à cette deuxième étape de labellisation qu'il peut y avoir des biais. Ils peuvent rentrer au moment où on réentraîne le modèle à partir de données utilisateurs. Ces données utilisateurs, elles peuvent elles-mêmes être biaisées. Il faut avoir conscience que durant notre workflow, on peut avoir des biais qui rentrent dans nos données à toutes les étapes. Et ça, c'est vraiment au product manager de garder ça en tête. Ce n'est pas une considération technique, c'est vraiment une considération produit. Et au-delà de ça, après, une fois si on détecte effectivement un biais qui pose un problème pour notre utilisateur, pose un problème éthique ou un problème vraiment de user need ou de product market fit, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est on teste. Et là, il y a un peu de self-promotion parce que, en l'occurrence, les outils sur lesquels je travaille avec mon équipe sont des outils qui permettent justement de tester les biais et la fairness dans le machine learning. C'est des outils qui sont gratuits, qui sont open source, et vous pouvez les trouver sur GitHub en tapant People plus AI Research. Mais une fois qu'on a testé, si on a détecté un problème, mais il y a de nombreuses possibilités et je ne voudrais pas la donner de règles toutes faites. Le plus simple, c'est souvent de rajouter des données pour essayer de compenser les biais qui existaient dans le dataset initial. Ce qu'on a vu avec l'exemple du détecteur de chaussures, pour faire en sorte que la qualité, on se dit il faut qu'il y ait autant de chaussures de tel type que de chaussures de tel type, donc il va falloir en rajouter. Mais après, il y a aussi des considérations qui peuvent de l'ordre du product design. Là, c'est un exemple avec Google Translate. La question de traduire d'une langue qui n'a qu'un neutre à une langue qui a des genres, eh bien, l'algorithme peut évidemment apprendre à associer un genre à une activité professionnelle. Là, on traduit au bir doctor, qui est neutre en turc, à he's a doctor. L'algorithme va probablement, si on n'a pas un set de données suffisamment balancé dans lequel l'activité professionnelle est autant attachée à un genre masculin qu'un genre féminin, alors il va s'attacher au genre qui est le plus présent. Et donc, on peut très bien avoir des algorithmes qui vont traduire « il est un docteur » et « elle est une infirmière ». Et donc là, on peut rebalancer nos sets de données, mais on peut aussi avoir des designs, des solutions de l'ordre du design, où on va amener, quand on traduit du neutre à des langages qui ont un genre, on peut aussi mettre les deux traductions. Donc, ce que je veux montrer là, c'est que ce n'est pas toujours plus de données, il y a aussi des solutions qui sont de l'ordre du design produit. Et ça, c'est à considérer. Et 3-4 minutes, Ludo. Il va nous rester 3-4 minutes et donc on va conclure juste. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais. Donc là, je crois qu'on a vu la question du rôle du PM et je passe vite sur la fin, mais sur le requirement de données. Et je vais juste en 2 minutes aborder un deuxième problème. On a dit que tout changeait par rapport au software classique parce qu'il y a des données, mais aussi parce que c'est probabiliste. Et donc, typiquement, le fait que c'est probabiliste, le modèle, si vous voulez reconnaître une chaussure d'un autre type de chaussure ou un type d'image, il va avoir juste dans 97% des cas. Mais il y a 3% des cas où il va se tromper. Et ça, c'est normal. Ce n'est pas un bug, comme on le disait. Et donc, comment faire comprendre ça à l'utilisateur? Comment est-ce qu'on met le right mental model, comment est-ce qu'on transmet le bon modèle mental à l'utilisateur? Et c'est vraiment difficile pour le machine learning parce que c'est probability based, parce que parfois en plus les outils ont tendance à reproduire des voix humaines, etc. Donc l'utilisateur se dit mais en fait il fonctionne comme un humain et donc lui prête des propriétés qu'il n'a pas. C'est difficile aussi parce qu'il s'adapte au cours du temps et donc on peut
on peut peut-être très brièvement essayer de voir quelques solutions de l'ordre du design là, qui sont et de l'ordre de l'UX et de l'UI qui sont très concrètes. C'est d'abord, il faut essayer de set expectation correctement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas survendre le produit sous risque de décevoir. Et donc, il faut que l'utilisateur comprenne vraiment quand et sous quelles conditions le produit va bien fonctionner. Et une deuxième chose, c'est l'encourager à donner des feedbacks. Donc là, je vais donner 2 exemples simplement et on va terminer là-dessus. Mettons que vous ayez une application qui veuille vous proposer des circuits de running automatiquement, basés sur du machine learning. Comment est-ce qu'on transmet le bon modèle mental à l'utilisateur? Comment est-ce qu'on lui fait comprendre qu'en fait, l'algorithme va se reposer sur l'historique des courses? C'est pas de la magie, il va se reposer sur l'historique des courses pour proposer des courses qui sont adaptées à cet utilisateur-là. Là, il y a deux exemples, il y a 2 UI très différents. Il y en a un dans lequel on lui dit « Hey, I'm All-Star, I'm a Magic Assistant » et on ne lui explique pas comment est-ce qu'il fonctionne. Et il y en a un autre dans lequel on essaye d'être un peu plus transparent et de lui dire, en fait, la personnalisation va venir de ton historique de course. Et donc, il va peut-être comprendre que pour les premières courses, il n'y a pas encore un historique suffisant. Et il va comprendre pourquoi est-ce que les premières courses sont peut-être un peu insatisfaisantes. Et comme ça, le bon mental model, ça va lui permettre d'être non seulement plus indulgent, mais aussi lui donner avoir envie de donner des feedbacks pour l'améliorer. Et c'est là qu'on arrive, et je terminerai là-dessus, sur la deuxième question, qui est celle de comment est-ce qu'on encourage l'utilisateur à donner des feedbacks pour que le produit s'améliore et matche mieux ses besoins. Eh bien, on va essayer vraiment dans le design du produit, de l'encourager à donner des feedbacks qui nous permettent, nous, de réentraîner le modèle pour qu'il devienne meilleur. Et donc là, mettons que notre application n'est pas réussie à produire un tracé de course qui soit satisfaisant. Soit on lui dit, ouais, on n'a pas réussi, there's an issue, dismiss, on ne collecte aucun feedback. Soit on lui demande, est-ce que tu peux tracer à la main le tracé utilisateur? Et donc là, on va collecter cette donnée, on va collecter tout un set de données où on a raté et l'utilisateur l'a tracé à la main et on va pouvoir réentraîner le modèle pour qu'il s'améliore là-dessus. Et donc, il y a vraiment toute une question de la collecte de feedback pour améliorer le modèle. Mais pour ça, il faut que l'utilisateur ait compris comment est-ce que fonctionnait le modèle. Et du coup, c'est vraiment à travers le design et l'UX et l'UI qu'on va être capable de créer, de mettre le bon modèle mental. Et à la fin, c'est comme ça qu'on va créer du trust dans notre produit. Et ce qui est vraiment un rôle du PM. J'ai 5 minutes de retard, ça a été très vite. On va devoir malheureusement passer au-dessus des métriques. Je dirais juste, je pourrais vous envoyer ça. C'est 2, je trouve, très bonnes ressources pour design human-centered AI et s'entraîner un peu d'un point de vue technique aux questions de machine learning. Super, merci beaucoup Ludovic.